Une génération pour Marseille, c'est notre sujet aujourd'hui pour le journal politique de Radio JM. Une façon différente de faire de la politique et de voir la politique. Deux invités pour cela. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Blanchard, qui est secrétaire générale du bureau politique d'une génération pour Marseille. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Et Romain Cimarano, qui en est donc le président. Voilà, donc nous avons les deux têtes pensantes. Bonjour Romain. Bonjour. Et je suis ravie de vous accueillir. Alors, c'est un début certainement pour vous à la radio, puisque ce mouvement vient d'être lancé. Je le définirai, arrêtez-moi si je me trompe, comme un mouvement transpartisan à droite, qui est là pour prévoir les prochaines élections municipales, parce que, on va quand même en dire un mot, la dernière division n'a pas à entraîner les conséquences que l'on sait pour cette droite, qui donc, du coup, décide de réfléchir. C'est ça qui a déclenché véritablement la création d'une génération pour Marseille, Romain ? Vous vous trompez rarement, Elsa. La réalité, c'est qu'on se retrouve dans une configuration politique aujourd'hui à Marseille où il y a ce constat qui est fait que, de toute façon, l'unité est nécessaire pour remporter la moindre bataille électorale. Mais c'est pas tout à fait ça qui a été à l'origine du constat qu'on a fait avec Sandra Blanchard, puisqu'on s'est retrouvé à un moment très précis, il y a un peu plus de 6 mois, avec finalement un diagnostic de la situation de la ville, qui était que dans notre génération, les trentenaires, et même au-dessous, ceux qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, il y avait quelque chose d'un peu partagé et de très inquiétant, cette idée qu'on va quitter Marseille. Avec ce constat, pour ceux qui en ont les moyens de faire des plans sur la comète et d'organiser leur départ de Marseille, et de l'autre côté, ceux qui n'en ont pas les moyens, de façon un peu amère, de rester à Marseille, mais à contre-cœur. Et on a fait cette constatation-là en se disant que c'était pas possible d'en rester là. En se disant qu'au fond, on vit dans une ville qui est assez fantastique, qu'on aime du fond du cœur, mais ça c'est très facile d'aimer Marseille, surtout quand on y est né, mais qu'on ne pouvait pas, nous qui sommes des militants politiques, qui avons été dans des formations politiques avec des mentors et des personnes qui nous ont formés à en faire, on ne pouvait pas se résoudre à laisser ce constat-là. Et donc, le premier des diagnostics, même si celui que vous décrivez n'est pas du tout faux, mais le premier des diagnostics, ça a été quand même de se dire comment on fédère cette génération pour qu'elle pèse, pour qu'elle puisse avoir un rôle à jouer dans les échéances à venir. Mais c'est aussi, Sandra, vous me l'accorderez, une volonté peut-être de se rendre compte aussi que cette classe politique, de partout, de toute façon, quel que soit le bord politique, mais à droite évidemment, a besoin aussi d'être renouvelée. On ne peut pas avancer toujours avec les mêmes hommes et femmes politiques sans se dire mais demain qui viendra ? Oui, tout à fait. C'est effectivement la volonté d'une génération pour Marseille, c'est de fédérer à la fois le spectre politique, de manière assez large, donc des écologistes constructifs jusqu'au LR, en passant par Renaissance, Horizon, et puis les représentants de toute la génération, et le MoDem évidemment. Et puis mobiliser la société civile, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui finalement, sans faire la politique, mais font la ville, construisent la ville. Parce que je rejoins Romain là-dessus, on se rend bien compte que Marseille a tous les atouts pour réussir et des moyens inédits qui ont été mis à sa disposition. Et pourtant, Marseille ne transforme pas l'essai. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dessus et donc il faut remettre de la méthode et de l'efficacité dans l'action publique. Il y a beaucoup à faire, je l'entends tout à fait, même si ce constat-là n'a pas attendu le dernier mandat municipal pour être fait. C'était déjà le cas des années avant. Tout n'est pas, on pense ce qu'on veut, mais tout n'est pas forcément du fait du dernier maire de Marseille. Les choses sont ainsi et se sont accumulées depuis de longues années. Je n'ai pas précisé que tous les jeunes qui vous ont rejoint, donc c'est des moins de 40 ans en fait, tous ces jeunes viennent quand même de milieux politiques, de familles politiques et même représentent des personnalités politiques, ce qui donne du poids, évidemment, à ce que vous faites, aussi une incarnation. Donc, Romain, vous représentez le président de la région, c'est-à-dire Renaud Muselier. Quant à vous, Sandra, vous représentez Sabrina Agresti-Roubache, donc la ministre, et qui a justement en charge ce dont vous parliez, le Marseille en grand, et qui a aussi amené cela. Donc, c'est important. Et puis, comme vous l'avez dit, tous les autres partis sont représentés, les hommes politiques aussi qui ont compté. Je pense à quelqu'un qui représente par exemple Bruno Gilles. Et pourtant, on sait bien que la division est aussi partie de là. Donc, cette volonté d'effacer le passé et de repartir tous ensemble pour pouvoir construire. Vous avez donc un bureau politique. L'idée étant non seulement de dire on va se réunir, mais aussi de poser des échelons, des étapes. Quelle est la première étape que vous désirez poser ? C'est de dire qu'il y a des choses à faire et de poser peut-être les 12 premiers grands travaux à mettre en place ? Oui, exactement. La réalité, c'est qu'on vient en fait d'allumer le premier étage de la fusée. C'est un étage politique que vous avez parfaitement décrit, c'est-à-dire comment on arrive à réconcilier
au niveau de la jeunesse et donc de ceux qui savent qu'ils ont encore 20, 30, 40, 50 ans à vivre à Marseille, comment on arrive à réconcilier cette génération politique-là. Et ça, je crois que la présentation du bureau politique que vous avez faite démontre que c'est un étage de la fusée qui est maintenant allumé. Il est à la fois essentiel, par rapport à tout ce que vous avez décrit en termes de discorde, en termes de division, qui ont été mortifères pour le centre, les écologistes raisonnables et la droite, et en même temps, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce qu'on veut poser maintenant que cette étape-là est franchie, c'est ces 12 travaux pour Marseille. Ça peut sembler un peu exagéré, ça peut sembler... Ça montre aussi l'ampleur de la tâche, on pense à Hercule. Exactement. mais on assume d'ailleurs très bien la dimension herculéenne de la chose. Exactement, parce que quand vous vous baladez dans Marseille ou que vous parlez à ces gens, et pour nous c'est très important, à tous nos amis qui en réalité se fichent un peu de la politique. J'allais dire même qui n'en ont pas envie, il faut aussi remotiver pour avoir des nouveaux hommes et femmes politiques. Et quand vous leur parlez, à ces personnes-là, qui sont globalement pour nous les personnes les plus importantes à les toucher, eh bien, ils vous disent tous que, de toute façon, la tâche à accomplir est gigantesque. La réalité du constat qui se fait à Marseille, c'est que, oui, c'est herculéen, et donc on lance ces 12 travaux pour Marseille, très honnêtement, sans prétention, sans se dire qu'on va tout régler du jour au lendemain et qu'on est détenteur de la parole publique ultime. Par contre, on pose les diagnostics, on essaie d'avoir le maximum de lucidité autour de la table, on essaie aussi d'intégrer à la fois des moins de 40 ans, mais surtout, ce qui compte pour nous, c'est d'agréger des nouveaux visages qui font déjà Marseille silencieusement. Des experts aussi sur les sujets que vous voulez absolument aborder. Des experts et des faiseurs, c'est-à-dire des personnes qui sont bien sûr capables d'en parler. J'ai bien compris que vous faisiez référence à Jean-François Suas pour commencer. Et qui vient très souvent ici et qui connaît véritablement son sujet. J'en reste absolument persuadée. Pourquoi avoir commencé par le port, Sandra ? Parce que le port, c'est le souffle, c'est à la fois l'histoire de Marseille et le souffle économique de la ville. On ne peut pas parler de la ville, de Marseille. D'ailleurs, Marseille a 2600 ans, elle s'est construite au travers de son port et faire table rase de toute cette histoire. On ne peut pas non plus parler de transition écologique en effaçant le bilan humain et social que cela pourrait représenter. Et c'est là où on parle d'écologisme constructif, parce que finalement, l'écologie et l'économie ne sont que les deux faces d'une même pièce. Il est absolument essentiel de penser la transition écologique en pensant le maintien de l'emploi et l'impact social. C'est-à-dire ne pas lui enlever son aspect industriel. Exactement. Vous voulez le garder, ça. On veut préserver et même développer l'aspect industriel du port. Tout en respectant quand même et d'ailleurs, les habitants et l'écologie. Et la mer. Et la mer. Et on ne dit pas assez que le GPMM, que le grand port de Marseille, est un précurseur en matière de transition écologique. C'est le premier port de la Méditerranée. C'est un sujet qui est souvent porté par Isabelle Savon, au nom justement du président de la région. Exactement, puisque la région a massivement investi dans l'électrification, dans la transition écologique du port, aux côtés de l'État. Et il faut savoir que les croisiéristes, pour parler des croisiéristes, chaque croisiériste qui vient à Marseille, c'est 3 € dans les caisses du GPM qui permettent de financer la transition écologique. En fait, la croisière, c'est l'activité la plus rentable du port qui permet de financer cette transition écologique et qui permet de créer des milliers d'emplois à Marseille. Mais ces écologistes raisonnables, comme vous les appelez, qui sont donc avec vous au sein de cette Nouvelle Génération pour Marseille, sont-ils de ceux qui voudraient que les croisières s'arrêtent, qu'il y en ait moins, que ces gros bateaux arrêtent de venir? Parce qu'on a toujours l'impression que les gens sont vent debout contre ces croisières. Et pourtant, quand on arrive à Marseille, je veux dire, ça fait partie du paysage aujourd'hui. Ça fait partie du paysage. Nous, on est aussi pour le brassage culturel. On est heureux que les gens du monde entier viennent visiter Marseille et aussi à travers nos croisières. On est heureux de l'image que ça donne de Marseille. Et donc, le port doit marcher finalement sur ses 3 jambes, si je puis dire. La transition écologique, le volet industriel et le volet des croisières. Donc, nous, on fait partie de cette génération. Forcément, notre génération ne peut être qu'écologique et responsable du point de vue environnemental. Mais nous pensons que cette écologie ne doit pas se faire au prix du bilan social. Et puis, de toute façon, ça serait même pas écologiquement responsable, parce que si demain vous n'aviez plus de bateaux, vous auriez des camions. Puisqu'il est évident que personne ne va planter du café sur les plages du Prado. Oui, ça c'est pas d'actualité. Je pense pas que ce soit dans vos 12 travaux, non. Pas tout de suite. Toujours pas. Donc ce sujet du port est important, et le fait d'aller chercher Jean-François Suas, c'est ce côté expert que vous vouliez et actif, et vraiment actif au jour le jour, quoi, dans la société civile, par la fonction qu'il remplit déjà auprès du port. Je vous épargnerai le jeu de mots qui revient à dire que ce sera un excellent pilote pour notre premier des 12 travaux. Évidemment. Mais au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un qui fait la parfaite synthèse de ce qu'est le port aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on veut rappeler aussi, c'est que c'est un port dans lequel vous avez le
premier armateur de France, le 3e au monde, qui aujourd'hui est un acteur essentiel. Vous avez 2 armateurs qui sont peut-être moins gigantesques en termes de masse critique, mais qui font naviguer leurs navires au pavillon français, premier registre, ce qui veut dire une protection sociale pour des marins et des sédentaires qui sont des protections essentielles. Vous avez un port qui en réalité fait vivre autour d'une quarantaine de milliers de personnes aujourd'hui, à Marseille et dans sa métropole. Donc Jean-François Suas, qui nous a rejoint, et vraiment qu'on veut remercier pour ça, parce qu'il a été un des premiers à rejoindre l'initiative, il fait cette synthèse entre cette connaissance fine du monde de la croisière, qui est, comme le disait très bien Sandra, l'apporteur de ressources pour tout le reste. Mais il fait aussi très bien la synthèse par rapport à l'activité de marchandises, par rapport à l'activité de transport de passagers. J'ose quand même un petit clin d'œil vis-à-vis de nos amis corses, c'est que aujourd'hui, c'est par le port de Marseille, par le biais de la continuité territoriale et de la délégation de service public, que transite une très grande partie du fret vers la Corse. Et donc on a cette espèce de mosaïque sur le port de Marseille, sur les bassins est. Et ce qu'on veut aussi dire, et ce qu'on rappelle en permanence, c'est qu'on sera toujours en face de ceux qui ont décidé à un moment donné, dans leurs rêves les plus fous, de raser ces bassins est de Marseille, de tout renvoyer à Fos pour une espèce de racisme social en disant, en fin de compte, que tout ce qui fait de la fumée et du bruit aille à Fos. Non, nous, on est attachés à cette vertu industrielle et on la défendra. Mais, je me trompe peut-être, mais le port, c'est l'État. Enfin, je veux dire, il y a l'importance des décisions de l'État. Cette décision, par exemple, pour Fos, c'est pas Marseille qui l'a prise. Hein. C'est au plus haut, c'est le président qui l'avait pris, le président de la République de l'époque, qui avait décidé que Fos serait créé et que ça serait ainsi. Et c'est pour ça que je me demande quel rôle peut véritablement jouer ici une municipalité dans l'avenir du port, puisque on voit bien que les décisions sont prises beaucoup plus haut, Sandra. Alors, oui, effectivement, le GPMM, c'est l'État. Néanmoins, quand on voit, par exemple, le plan zéro fumée, et donc on voit qu'on a, tu me corriges Romain si je me trompe sur le point, mais je crois qu'on est autour des 150 millions d'euros d'investissement pour faire la transition écologique de ce port, et qu'on voit que la ville de Marseille, parce qu'elle a été incitée, relancée, puis relancée, finit maigrement par investir 3 millions d'euros. Bon, en fait, on ne peut pas dire à un moment donné que la transition écologique, c'est important, qu'on veut développer des emplois, protéger finalement le bilan social de la ville et investir seulement 3 millions d'euros quand on a un budget d'investissement de la ville de Marseille de 450 millions d'euros par an. Donc en réalité, c'est du saupoudrage. Et ces 3 millions d'euros ne vont même pas directement vers l'électrification, par exemple, du port, vont sur des projets parallèles, enfin en tout cas autour. Donc en fait, que peut faire le maire de Marseille? D'abord en termes d'image. Le maire est le premier ambassadeur de sa ville. Donc quand le maire soutient politiquement le port, ça envoie un message extrêmement fort aux investisseurs, ça envoie un message extrêmement fort aux croisiéries, ça envoie un message fort au monde économique de venir investir et se développer dans le port. Ça, c'est un aspect simplement presque politique. C'est plus dans l'application de ce qui est décidé, même si les décisions partent de l'État. Exactement. Et ensuite, c'est de soutenir financièrement, parce que contrairement à ce que dit le maire de Marseille, la ville de Marseille en a les moyens de soutenir financièrement la transition écologique et de s'associer à la région et de s'associer au département et de s'associer à l'État pour financer cette transition écologique, ce que ne fait pas aujourd'hui malheureusement le maire de Marseille. Donc l'idée sur le premier... Vous vouliez ajouter quelque chose, Romain? Non, simplement dire que moi je suis fils et petit-fils de portuaire et en fait je crois qu'il faut qu'on ferme un cycle. Mais un cycle qui a fait beaucoup de mal à cette ville et qui a fait beaucoup de mal à son port, qui est le cycle du désintérêt, voire du désamour des maires de Marseille pour leur port. Il faut dire que ça n'a jamais été simple à gérer et que moi, qui suis plus vieille que vous, j'ai toujours entendu parler des problèmes qu'il y avait avec les dockers. Mais je crois qu'on fait pas de politique pour ne gérer que les choses simples. Ouais. La réalité, c'est que le port a été un sujet, depuis l'après-guerre, extrêmement important pour le développement de Marseille. Moi, j'ai la chance d'avoir appris la politique aux côtés de quelqu'un qui, dès le début des années 90, n'a pas hésité à fonder en tant que député, n'a pas hésité à regarder les choses en face. Et il faut fermer ce cycle parce que, en fin de compte, comme le disait très bien Sandra, quand on regarde le port du Havre, qui n'est pas un port extraordinairement plus développé que le nôtre, même si on le prend en tant que tel, il est moins développé que le nôtre. Mais le port du Havre a un VRP extraordinaire qui s'appelle Édouard Philippe et qui, en permanence, met en valeur les choses. Et donc, il y a cet enjeu aussi de fermer ce cycle des maires qui, pendant très longtemps, s'en sont désintéressés. Moi, ce que je crois quand même, je vais le dire de façon un peu claire, c'est qu'on a aujourd'hui un maire qui, lui, ne s'en désintéresse pas seulement, c'est qu'il agite
et qu'il fait en sorte de mobiliser des forces politiques, y compris activistes, qui sont contre le développement industriel du port, et il cautionne ces actions-là. Et donc, on est passé du stade du désintérêt au stade d'une espèce d'opposition un peu secrète, un peu bizarre, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un maire qui est un problème pour le développement du port de Marseille, et qui va en permanence agiter ça. Donc, cette génération pour Marseille qu'on incarne et qu'on veut défendre, bien sûr que personne ne lui pardonnera de ne pas se pencher sur les sujets écologiques. Et aujourd'hui, le port de Marseille est à la manœuvre. Mais il ne s'agit pas, en se disant qu'on gère les sujets écologiques, d'abandonner l'industriel. L'industriel, puis l'économie d'une ville qui a quand même un taux de chômage important, où il faut que le travail... On connaît ici toutes les problématiques de l'emploi du conjoint. Hein, on sait très bien ici à Marseille, quand quelqu'un trouve un travail, c'est pas toujours simple pour le conjoint qui vient aussi s'installer à Marseille. Il y a beaucoup de sujets autour de tout cela. On le comprend tout à fait. Donc ça va être des contributions qui vont arriver jusqu'à la rentrée à peu près, si je ne m'abuse, que votre façon de travailler, on pourra ensuite, il y aura d'autres thématiques, mais comment vous faites? Vous lancez le sujet, il y a des réflexions, des contributions, et vous allez faire une synthèse de tout ce qui aura été dit ou fait au sujet du port? C'est Sandra, ça. vous voulez... Oui, c'est tout à fait ça. On travaille donc, c'est vraiment de manière méthodique, donc on fait des constats, on consulte, on analyse, de manière à pouvoir faire des propositions thématique par thématique. Donc il y a 12 travaux pour Marseille, le port est le premier, avec une campagne qui est aujourd'hui J'aime Marseille, j'aime mon port, qui va se déployer de manière numérique jusqu'à mi-juin. Et puis ensuite, on va faire une véritable campagne de terrain, c'est-à-dire une campagne politique avec une campagne d'affichage. Avec un thème. Avec un thème qui est le port, et d'aller à la rencontre des Marseillais et d'évoquer avec eux, pour eux, qu'est-ce que le port, et puis vraiment de finalement réconcilier les Marseillais qu'on a, je rejoins Romain, beaucoup trop opposés au port, on aime notre port parce que notre port, il nous fait rayonner et il nous fait vivre. Donc avec ensuite des propositions concrètes à chaque fois sur chaque sujet, ces propositions concrètes qui seront demain portées par un candidat au municipal, si je résume, si je fais court, Romain. C'est très difficile de dire d'avance comment tout ça va finir. Ça paraît logique. Mais notre objectif, oui, c'est assez assumé d'ailleurs, parce qu'on se prend pas trop la tête là-dessus, mais c'est assumer que de toute façon, si on veut vraiment changer les choses, on peut faire toutes les propositions qu'on veut, on peut avoir toutes les analyses, tous les diagnostics et tous les traitements qu'on propose. Mais à la fin, si on veut que ça change et si on veut bouleverser un peu le cycle dans lequel on a engagé Marseille, il va falloir assumer la conquête du pouvoir. Donc tout ça doit servir, en effet, à la fin, à renouveler le personnel politique et à apporter des idées neuves, du souffle, de la vision et de l'énergie. Quand vous dites ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir aussi une vision politique de ce que vous dites, au premier sens du terme. C'est aussi peut-être avec un renouvellement des candidats auxquels on pourrait s'attendre. C'est-à-dire que, évidemment, vous le savez, à l'approche les municipales, c'est pas demain, mais bon, ça va vite arriver. Les paris se font, qui va se présenter, Sabrina Roubache pourrait être candidate, est-ce que Renaud Muselier en fin de compte aimerait prendre la ville, etc. etc. Est-ce que l'idée c'est de faire sortir des nouveaux candidats pour prendre cette ville, ou est-ce que c'est vous travaillez chacun pour aussi des mouvements politiques, des familles politiques, et pour pousser chacun son candidat? Ma question est un peu tranchée, mais c'est aussi ce que doivent se dire nos auditeurs. Mais elle a le mérite d'être claire. Je crois qu'il faut être nous aussi très clair là-dessus. Ça ne se fera pas de toute façon avec une génération ou une autre. Les élections municipales de 2026, elles devront se faire ensemble. Il faut arriver à trouver l'équilibre et à allier l'expérience des collectivités. Et je crois que Sandra comme moi, que ce soit Renaud Muselier, Sabrina Agresti-Roubache ou même Martine Vassal ou Lionel Royer-Perrault, sont des personnalités qui sont tous représentés. Hein. Ils sont tous représentés. On arrive à réconcilier tout ça. Mais surtout, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire. Ils ont une capacité à accomplir et à porter des projets jusqu'à leur terme. Je pense qu'on a bien vu ces dernières semaines que c'était l'un des principaux problèmes de la mairie de Marseille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils aient une bonne idée ou une mauvaise idée. Donc ça sera un candidat pour tout le monde. Une génération pour Marseille, il y aura le même candidat. On est bien d'accord. Donc on partirait tous ensemble. C'est comme un pacte, en réalité, entre nous. C'est le pacte de départ. Exactement. Personne ne rentre si, il n'a pas en tête qu'on va avoir un rôle à jouer pour les élections municipales de 2026, et 2, qu'on refusera toute forme de division et toute forme de compromis avec tout ce qui nous semble clocher aujourd'hui avec la ville, et donc le refus à la fois du système actuel et le refus bien sûr des extrêmes. Bon, mais c'est quelque chose qu'en tout cas dans la vie, vous avez tiré les leçons de l'histoire, vous avez très bien fait, parce qu'évidemment c'est comme ça qu'il faut travailler. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance, parce que c'est un sacré boulot que vous allez mener, et on sera ravis de vous accueillir avec les conclusions des différents travaux ici sur Radio JM. Eh bien, merci beaucoup. Sandra Blanchard, Robin Simarano, merci à vous.